Après, j'ai une autre question toute personnelle. Je trouve que vos jeux, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le jeu en lui-même, il y a une qualité de matériel qui est apportée qui est quand même assez appréciable. Merci. Voilà, honnêtement, parce que pour parler franchement, moi chez Sapiens, c'est pas du tout mon type de jeu de base. Par contre, quand j'y joue, rien que la matière, l'épaisseur des tuiles, la qualité d'impression, la précision de l'impression, on sent que vous apportez beaucoup de détails Enfin, c'est mon ressenti, vous apportez beaucoup d'attention au produit final. C'est quelque chose qui, dans votre tête, qui doit être propre. Voilà, est-ce que ce positionnement aussi de qualité du produit fini, ça peut vous permettre de tirer plus facilement peut-être votre épingle du jeu sur des prises de risques comme ça, où le joueur va se dire, ils vont localiser un jeu, ils vont retravailler tout, mais on sait qu'à la fin, dans tous les cas, ça aura de la gueule, ça sera de la qualité. Pour moi, non. Tu vois, nous on est joueurs et donc du coup on apprécie d'avoir du bon matos avec de la bonne qualité parce que c'est agréable, c'est des objets que tu payes un peu cher, tu vois. Le jeu c'est un luxe quoi. Enfin, pour moi. C'est un loisir donc c'est un luxe. Ouais, mais c'est un loisir qui est un peu un luxe parce que quand t'es joueur comme nous on est joueurs, on achète énormément de jeux, on passe énormément d'argent. Enfin voilà, tous les jours. Enfin on le sait, on fait tous ça quoi. Oui, c'est ça. Enfin, moi j'achète des jeux, je n'y toujours pas jouer. On dépense pas beaucoup d'argent, on en dépense. Hein. Voilà. Et donc du coup c'est aussi un beau produit, tu vois. Après au-delà de ça. Pour moi, un jeu, c'est une mécanique, tu vois, et c'est le plaisir que tu prends à y jouer. Et oui, tu peux toujours prendre plus de plaisir avec jouer à un jeu qui est joli et qui est du matos plus agréable ou quoi. N'empêche que si le jeu il est pas bon, ça reste un jeu qui est pas bon. Oui, et tu le ressortiras pas, tu vois. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que tu peux. À la limite, le matos le plus pourri, tu pourrais aussi avoir un jeu en print and play, tu vois, et le jeu, tu vas tout le temps y jouer et tu l'auras fait sur ton imprimante et le matos sera pas fou, voilà. Mais... Après, nous, on essaye de faire les deux, en fait. On fait des jeux qu'on aime et on pense que les gens peuvent les aimer. Et du coup derrière c'est pas en se disant bon bah comme lui il est bien on va l'éditer à la petite semaine, tu vois, on va faire du matos pourri, de toute façon il est bon, c'est pas ça l'idée. Je trouve qu'actuellement vous avez vraiment une qualité de production qui est largement au-dessus de la moyenne, franchement. Oui, alors ça, c'est gentil, nous c'est ce qu'on essaie d'avoir, mais voilà, à mon avis c'est pas ça qui te fait le succès d'un jeu. Non, je pense pas non plus, mais je pense que ça peut contribuer aussi à améliorer votre réputation de production. Après tu peux toujours dire tiens j'ai joué à 2 jeux catch-up, leur prochain jeu il a l'air cool, bon bah je sais qu'a priori le matos je serais pas déçu par exemple. Mais il faut que il y a d'autres éditeurs qui sont positionnés sur ça, par exemple Bombix, on sait qu'ils font du matériel de qualité en général sur les gros jeux. Ouais. Mais ça est-ce que du coup si le jeu ne te parle pas, est-ce que tu as envie de l'acheter pour autant? Ah, pas forcément, non. Voilà. C'est dans ce sens-là que je te dis oui, on y fait attention, mais je pense qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui font attention parce qu'en plus, je trouve qu'en France au global, c'est pas nous, c'est en France au global, tu as des standards de production qui sont très élevés par rapport à d'autres pays. Standards, ouais. En France, par rapport à d'autres pays, notamment de l'Europe de l'Est, où il y a moins de moyens, où aussi le marché est plus difficile. Et tu le vois, enfin on le voit hein, quand on discute avec des. On le voit en sortant de France, ouais, voilà, des éditeurs de plus petits pays, ils disent bah oui, mais Freak Shop, ok, il est cool, il est joli, mais c'est trop cher quoi. On peut pas faire produire ce qui reste un jeu de cartes avec du matos d'aussi bonne qualité. Mais alors que chez nous, ça correspond aux critères actuels d'achat du public. Du marché en fait. Ouais, parce que le marché est développé, parce que chez nous les gens ont l'habitude de jouer et que donc du coup tout ça tire la qualité vers le haut, hein. Mais autant sur le matos que sur les mécaniques de jeu. Et qu'il y a beaucoup de jeux proposés et que du coup ça devient aussi un critère effectivement de. Mais je pense que ça c'est pas propre à nous, tu vois, tout le monde est obligé un peu tout le monde est obligé un peu de s'adapter à ça pour se mettre au niveau moyen du marché qui commence à être élevé en termes de qualité de production, et tu commences aussi à voir des boîtes qui ont vraiment des gros moyens, qui ont des gros moyens humains et financiers dans la capacité de tirage aussi, et qui peuvent faire des produits qui sont quand même hyper propres en termes de Ouais, on sent limite une vraie professionnalisation du monde du jeu. Ça c'est clair, on est en plein dedans. Ouais. Que ce soit viable ou pas, que ce soit une bulle économique ou pas, ça c'est un autre débat. Mais le niveau de qualité intrinsèque des maisons d'édition, des gens qui travaillent dedans, a augmenté et été tiré vers le haut. Ça c'est plutôt une bonne chose au final, sur certains points. En tout cas pour le public, c'est forcément une bonne chose. Et quand t'es deux, et même sans expérience au départ, si tu peux pas, il faut que tu arrives à essayer de donner l'impression que qu'il n'y a pas de différence avec ces éditeurs-là en fait, parce que t'as pas de division en fait. On n'a pas une division d'honneur pour les petits éditeurs et tout ça. Au final les jeux ils sont au même endroit, ils sont sur les mêmes
ils sont aux mêmes places dans les boutiques et ils sont en concurrence avec les jeux de boîtes qui maintenant commencent à être structurés à 10-15 personnes. Donc il faut qu'on... Moi, je suis fatalement le monde du jeu, donc je sais quel éditeur édite tel jeu, et quand je joue à un jeu, je sais par qui il est fait, tu vois. Mais quand t'es joueur, si t'es pas un joueur à fond, en fait, tu t'en fous de savoir qui l'édite. Oui, t'as un jeu qui est dans le commerce, t'as un jeu qui est dans les renages, quand t'es dans la boutique de jeu, les logos, je les connais pas, les auteurs, nous on connaît les auteurs, mais il y a plein de gens qui ne connaissent pas les auteurs, tu vois, et qui s'en foutent. Et donc du coup, quand je prends un jeu, je juge pour ce qu'il a et pas pour qui l'a fait ou quoi, tu vois. Si tu veux, j'ai une amie il y a pas longtemps, je lui ai appris qu'il y avait des maisons d'édition de jeux. Donc tu vois, elle a été surprise d'apprendre qu'il y a des maisons d'édition de jeux, et après en fichant, elle dit, au final c'est logique, ça reste un produit culturel, qu'il y ait des pros derrière qui l'éditent, ça reste logique, c'est pas le mec du coin de la rue qui va l'imprimer sur son imprimante 3D, il va être content quand il va faire ses pièces. Et puis je vais te dire, quand moi j'achète un livre, tu vois, je m'en fous de savoir qui l'a fait, si c'est un petit éditeur, pas un petit éditeur, je veux juste savoir s'il est bien, si je l'ai aimé. S'il fait ça la nuit. Si les pages elles se déchirent. Non mais c'est ça. Tu vois, est-ce qu'il a un autre boulot, est-ce qu'il a un boulot à côté, est-ce qu'il arrive à vivre de ça? C'est pas ton problème. Le consommateur, quelque part, c'est pas son problème. C'est pas mon problème. Alors tu peux en avoir certains qui vont être attirés par ça, qui vont dans une démarche vouloir soutenir des plus petits éditeurs ou des trucs comme ça, mais c'est une portion qui est infime. Et nous on peut pas compter sur ça pour survivre. Puis cette partie-là, à la limite, on va retomber dans le financement participatif un peu, de soutenir un projet auquel tu crois pour un gars qui te semble, t'as envie de l'aider. Ouais, mais même tu vois sur le financement participatif, t'en es même déjà plus là, quoi. Alors, mais non, même ça, c'est heureusement, malheureusement, mais c'est clair que c'est encore plus professionnalisé. Mais ça correspond aux attentes des pledgers, donc consommateurs de Kickstarter, quoi. C'est donc on fait partie aussi. Et le Kickstarter a évolué dans une direction qui tend à satisfaire la demande des Et pour le coup, tu parlais de qualité et je trouve que le Kickstarter tire encore plus la qualité vers le haut, quoi. Au niveau matériel. Ouais, au niveau matériel, oui, au niveau matériel. Après, tu peux pas juger sur le jeu avant de l'avoir. L'avantage du Kickstarter, entre guillemets, c'est qu'ils savent déjà combien ils vont en écouler et leur budget prévisionnel, il est quand même plus facile à établir. Oui, mais ils pourraient juste partir sur de la marge, tu vois, en disant c'est juste du gain de marge, alors qu'en fait, tu as du matériel qui est hyper qualitatif sur pas mal de Kickstarter. Tu te dis, putain, enfin, voilà. Et alors qu'ils pourraient le faire avec des standards qui sont un peu plus bas et ils feraient juste plus de marge, tu vois. Et parce qu'ils savent que c'est un critère pour lever plus d'argent aussi. Oui, mais pour ça bien sûr. Mais du coup, c'est ça aussi, ça tire vers le haut tous les standards. Le reste aussi. C'est les standards de prod. Et du coup, vous auriez, je sais pas, un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait faire un jeu, créer un jeu, qui aurait peut-être. En tant qu'auteur ou en tant qu'éditeur? En tant qu'éditeur, on t'aurait dit, faut pas faire ça. Ouais, mais j'ai bien compris, donc. Non, mais c'est pas simple. Quelque chose pour essayer de stimuler les gens à venir leur donner un conseil pour. En tant qu'auteur, ouais. Moi, ce que je recherche. Bêtement, mais c'est autant en tant que joueur qu'en tant qu'éditeur, c'est que quand je joue à un nouveau jeu, je veux voir un truc cool que j'ai jamais vu. C'est bête à dire, mais que j'ai jamais vu avant. Tu vois, c'est juste un pitch en fait. Je veux quand on me dise bah tiens ce jeu il fait ça, je dis oh putain ça a l'air cool quoi. Quand Seb m'a parlé de Paper Tales parce que c'est lui qui m'en a parlé, il m'a dit ah c'est un petit jeu de cartes à combo. Tu fais ok d'accord, du draft, tu fais ok. Il fait qu'il y a la particularité que les unités en fait elles vieillissent au fur et à mesure de la partie et elles meurent et tu dois t'arranger. Tu fais ah ça c'est cool. Et du coup là t'as envie d'y jouer. Bah en fait voilà, moi le truc que j'attends maintenant quand je vois un proto, c'est quoi le truc cool, c'est quoi le truc qui change. Ça peut être une infinité de trucs, il peut y avoir énormément de mécaniques classiques mais elles vont être agencées d'une manière qui change tout. Voilà, c'est quoi le truc nouveau qui fait que tu vas probablement avoir envie d'y revenir. Après évidemment il faut qu'il soit bien développé. Mais t'as cette idée d'origine qui est le truc qui moi m'arrête ou m'arrête pas. Juste pour finir sur ça, souvent mais tous les éditeurs, on nous présente les protos sur règles et tu lis la règle et tu condamnes souvent rapidement ou pas sur ok, j'ai lu la règle, j'ai envie de voir plus loin, j'ai pas envie de voir plus loin. Tu peux, moi en tout cas, je peux pas savoir en lisant une règle si le jeu il tourne. Tu vois, je pars du principe que quand un auteur m'envoie une règle, son jeu il tourne. Parce que je peux pas le savoir à travers la règle, c'est des trucs qui vont être fuckés ou quoi. Des fois tu peux, mais. Non, oui, des fois tu peux, mais. C'est déjà pas bon signe. C'est absolument pas bon signe si tu vois que ça tourne pas. Mais le truc qui fait que j'ai sur plan en général. Le truc qui fait que j'ai envie d'aller voir plus loin que la règle, dire ok bah vas-y, on voit un proto où on essaye, on fait un print and play, on joue. C'est est-ce que quand j'ai la règle, je me dis ouais, ça doit être cool. Et c'est voilà. Et ça veut pas dire que le jeu est bon ou pas bon. En plus, quand on va pas plus loin, c'est est-ce que moi j'ai envie d'aller voir plus loin, est-ce qu'en lisant la règle, j'ai vraiment envie de tout de suite y jouer. Quoi. Okay. Et oui, après ça dépend aussi de la démarche de l'auteur. C'est-à-dire que est-ce que tu veux te faire plaisir ou est-ce que tu veux que ton jeu à l'arrivée il existe sous une forme éditée et tout ça. Mais effectivement, moi je rejoindrais vraiment Clément là-dessus, c'est que
aujourd'hui, vu l'état du marché des jeux, si jamais je suis auteur et que je ne veux pas, travailler pour rien, que j'ai envie que mes jeux soient édités et que je veux pas travailler pour rien, c'est vraiment me demander le plus tôt possible dans ma démarche de création d'un jeu, c'est quoi mon expérience de jeu que mon jeu il va proposer et en quoi ça va exciter les gens et en quoi ça va le démarquer des autres. Et en quoi il va trouver sa place par rapport à ce qui existe. Et parce que on est à une époque où beaucoup de gens font des protos, mais tu vois aussi beaucoup de protos qui ont l'air d'être un peu là pour le plaisir d'avoir fait quelque chose soi-même en fait, sans forcément et les gens dans la prolongation de ça, ils se disent mon jeu il tient la route, ce serait bien qu'il soit édité, tant qu'à faire, je vais aller contacter des éditeurs, sauf que le problème c'est qu'il peut tourner, il peut fonctionner sans être suffisamment bon, soit suffisamment novateur, soit les deux pour pouvoir être édité quoi. Donc c'est un peu la déception après si tu travailles 3 ans sur ton jeu pour le peaufiner, alors que de toute façon, même aussi bien que tu arrives à le faire marcher sur son idée de départ, il apportera toujours pas assez au schmilblick. C'est ce qu'on a du mal à voir souvent quand on se lance en tant qu'auteur, quoi. C'est qu'un jeu qui tourne, malheureusement maintenant ça suffit pas, quoi. Un jeu qui tourne, c'est pas suffisant. Un jeu qui tourne, c'est le minimum, mais il faut que ta l'idée cool. Toi, en tant que joueur, tu vois, il va y avoir SN là dans un mois. Nous, on va y aller, mais forcément, moi, je regarde ce qu'il y a. Voilà. Je suis en train de me faire une liste des jeux d'ASN et pour l'instant, il y en a 600, je crois. Alors pas dans ma liste. Oui. Dans ma liste, il n'y en a qu'une quarantaine. Il faut que j'élague déjà, tu vois. Et comment je fais en fait quand je vois parmi tous les trucs, je regarde ce que les gens en disent et les jeux, je les juge en est-ce que ça il y a un truc qui est cool, est-ce que ça il y a un truc qui est cool, tu vois, et c'est comme ça, et tout le monde en tant que joueur réagit comme ça en fait par rapport à la quantité. Donc du coup il faut que ce questionnement qui est le questionnement final quand toi t'es en boutique ou quand toi t'entends parler d'un jeu, ça doit être, je pense, le premier questionnement d'un auteur, quoi. Qu'est-ce qui vraiment sort du lot et qu'est-ce qui va faire que putain ce jeu j'ai envie d'y jouer, quoi. Super, merci bien. Merci à vous. Merci.